Dans cet épisode, nous allons nous intéresser un peu plus en détail à comment la performance durable et plutôt en fait cette notion de performance globale de l'entreprise que nous avons abordée dans l'épisode 3 peut se mettre en œuvre dans les organisations. Nous reviendrons plus en détail sur ces questions un peu plus tard dans d'autres épisodes. Ici, c'est vraiment pour introduire cette question. Pour revenir sur des points fondamentaux que nous avons vus, sur donc, les liens entre performance et pratique organisationnelle, et surtout sur la question comptable qu'on a identifiée comme étant une brique essentielle entre les enjeux de durabilité et la question de la performance. À partir de là, il va falloir qu'on regarde comment tout ça arrive à s'interconnecter entre enjeux de durabilité, comptabilité et performance. À nouveau, je le reprécise, il s'agit d'introduire ces éléments. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes, après avoir vu plusieurs enjeux qui vont nous être nécessaires pour aller plus en profondeur sur ces questions. Donc c'est plus un épisode introductif au lien entre comptabilité et performance durable. Alors je vais commencer avec un exemple très simple qui est celui du bilan carbone. Le constat, c'est que les enjeux climatiques aujourd'hui sont abordés essentiellement par l'établissement d'un bilan carbone et en fait on peut parler d'une comptabilité carbone. Alors pour l'instant je ne donne pas vraiment de définition de ce qu'est la comptabilité, mais on peut avoir une idée de ce que c'est, d'ailleurs idée sur laquelle je reviendrai. Donc voilà, on comptabilise du carbone avec une unité particulière, le CO2 équivalent, donc ce qui permet de comptabiliser en même temps, dans un même mouvement, plusieurs gaz à effet de serre. Et donc c'est ça qu'on va appeler le bilan carbone. Une fois qu'on a dit ça, on a de plus en plus d'entreprises, et c'est très bien, qui font donc un bilan carbone. On aura l'occasion de revenir sur ce point dans un épisode consacré aux questions climatiques, justement. Il y a même des enjeux maintenant réglementaires sur le bilan carbone. Mais comment est-ce qu'on définit une performance durable sur cette base? On pourrait évidemment, et c'est normal, se dire, voilà, un bilan carbone, ça doit être quand même un élément à prendre en compte dans la question de la performance durable, en tout cas liée aux questions climatiques. Mais dans ce cadre, performance, donc c'est lié à des pratiques. Donc ça veut dire que si on dit le bilan carbone, c'est lié à la durabilité, donc il doit y avoir quand même un lien avec les performances durables. Les performances ou la performance et l'analyse des pratiques, donc ça voudrait dire qu'il faudrait des liens entre les pratiques et le bilan carbone. Comment ça fonctionne? On a vu aussi que performance durable, il y a plein de types de performance durable. On a déjà vu donc la PSE, la PGE, on a vu les problématiques d'aborder la performance durable simplement par la création de valeurs financières. Donc là encore, une question, le bilan carbone là-dedans, ça s'inscrit où? Donc vous voyez, mon point, c'est juste de partir de ce que la plupart des entreprises et des organisations aujourd'hui, dans le cadre en tout cas climatique, intègrent comme enjeu de durabilité, faire un bilan carbone, et c'est normal. Et puis connecter ça avec tout ce qu'on vient de dire. Voilà, le lien avec c'est quoi la performance, c'est quoi la durabilité, etc. Et puis je rajouterai à ça, qui est d'ailleurs en lien avec c'est quoi la durabilité. C'est dans le cadre climatique, il y a quand même quelque chose dont on parle beaucoup, c'est la question de l'accord de Paris. Alors l'accord de Paris, pour rappel, c'est un accord international qui a été signé à Paris justement en 2015, qui vise à faire en sorte de respecter une certaine trajectoire de changement climatique maximum. Donc de garantir, en tout cas de tenter de garantir, qu'au niveau planétaire, le changement climatique soit compris entre 1,5 et 2 degrés. Donc on ne dépasse pas 2 degrés maximal au niveau planétaire de changement climatique. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'à un moment donné, quand même, si on fait un bilan carbone, c'est bien qu'il y a une question de carbone, il y a une question de climat. Où est-ce qu'intervient l'accord réglementaire international? Voilà. Où est-ce que ça intervient et de quelle façon? Alors on se rend compte que pour progresser sur ces questions, il va nous falloir des informations un peu complémentaires au bilan carbone, déjà des informations, des liens entre bilan carbone et les pratiques de l'entreprise, comment les connexions sont faites,
les liens entre bilan carbone et les décisions, comment est-ce qu'on assoit une décision à partir du bilan carbone, et les liens entre bilan carbone et par exemple des politiques climatiques internationales, et comment est-ce que les décisions d'une entreprise aussi peuvent être interconnectées avec l'enjeu fondamental qui est l'accord de Paris, donc essayer de faire en sorte de limiter le changement climatique à 2 degrés. Et donc tout ça, en fait, ça renvoie aussi à la question de comment est-ce que le bilan carbone, à partir de là, s'insère dans ce qu'on a pu désigner par la matérialité matérielle, c'est-à-dire le fait de faire advenir dans l'entreprise la concrétude, la matérialité du monde, ici du système climatique. Donc on se rend compte que déjà, sans rentrer plus dans le détail, à côté du bilan carbone, il va falloir quand même qu'on ait d'autres informations. Donc le bilan carbone tout seul, ce n'est pas grand-chose. C'est connecté à quoi et comment est-ce qu'on gère tout ça? Alors, ça me permet d'arriver sur une question plus générique, parce que là, je parle du bilan carbone parce qu'on parle de durabilité, mais ces questions de quelles sont les informations dont on a besoin pour arriver à déclencher des actions, pour prendre des décisions, pour modifier des pratiques, etc. C'est une très vieille question, évidemment, qui se pose depuis qu'on a géré collectivement des choses, c'est-à-dire depuis le début de l'Antiquité. Comment on s'y prend? Comment on identifie en fait des informations pertinentes? Comment est-ce qu'on articule les informations entre elles? Comment est-ce que tout ça concourt à prendre des décisions, etc., etc., etc. Et à nouveau, si je fais le lien avec le bilan carbone, le constat, il est clair aujourd'hui, c'est que le bilan carbone est souvent utilisé comme quelque chose d'assez périphérique. On fait un bilan carbone et puis il ne se passe pas grand-chose. D'ailleurs, d'où la question derrière, pourquoi faire un bilan carbone? La problématique, c'est qu'il manque des choses. Il manque aussi la façon d'incorporer le bilan carbone dans les pratiques et les décisions de l'entreprise. Donc il manque des cadres informationnels pour déclencher des actions. Et donc ça renvoie, comme je le disais, à une vieille problématique. Comment on crée ces cadres informationnels? C'est là où arrive la comptabilité. Le rôle de la comptabilité, historiquement, j'insiste vraiment là-dessus, historiquement, depuis l'Antiquité, c'est de permettre le passage de ce que l'on appelle la donnée à la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Les données, on en parle énormément, la data, le big data en plus maintenant, on est parcouru de données. Des données quantitatives, des données qualitatives. Tout et n'importe quoi peut être de la donnée. Donc les organisations sont parcourues de données. Et le problème, c'est que justement, on est dans un flot de données qui est monumental. Et avec ça, en fait, on peut être submergé sous de la donnée et ne rien faire. Ce n'est pas parce que vous avez de la donnée que vous faites des choses. Et à nouveau, si le bilan carbone est simplement une donnée, on ne fait rien avec. Donc il y a une première question, c'est qu'il va falloir qu'on choisisse, qu'on ait un cadre qui permette de déterminer dans les données celles qui sont pertinentes, intéressantes. Alors on va appeler matériel, j'ai introduit le terme dans l'épisode 2, donc là je vais reprendre ce terme, donc matériel dans le sens comptable et juridique, c'est-à-dire pertinent, significatif. Donc quelles sont les données qui sont pertinentes à littéralement prendre en compte dans une organisation? Par exemple, la couleur des murs. La couleur des murs d'une organisation est une donnée. Ce n'est pas forcément une donnée hyper pertinente pour asseoir la gestion d'une organisation. Vous pouvez avoir le nombre de lattes d'un plancher. C'est aussi une donnée. Même chose, est-ce que c'est le plus pertinent à prendre en compte dans une organisation? Alors vous avez après des données extrêmement pertinentes. Combien vous avez vendu de produits? Donc ça, évidemment, pour gérer une entreprise, c'est important. Donc vous voyez, vous avez donc un flot de données et il va falloir faire un choix. Alors, de la donnée qui a du sens, ça s'appelle une information. Donc, la première chose, c'est qu'il faut passer des données à l'information. Ensuite, une fois qu'on a de l'information, ce n'est pas suffisant. Parce que, et je reviens, ça va être obsessionnel, je reviens sur cette question de l'action, du processus. Toujours revenir à la pratique, au processus et à l'action. Ce qui nous importe, c'est de faire quelque chose, c'est d'agir ensemble. Et donc pour agir, eh bien, on va devoir connecter les informations entre elles dans un processus. Et donc, il va y avoir des informations qui vont dire, déjà basiquement, certaines informations renvoient à certains moyens de l'action, d'autres renvoient à des résultats. Vous voyez où je veux en venir par rapport à ce qu'on a introduit sur la performance. Donc, il y a des informations qu'on va pouvoir qualifier dans un processus et on va pouvoir les interconnecter.
Dans le cadre même de la performance financière et en fait de la gestion classique d'une entreprise, il va falloir qu'on connecte la gestion d'un stock de matières premières, par exemple exprimé en kilos, et puis d'un autre côté, l'usure d'une machine. Bon, on a deux informations, il faut les connecter ensemble. Tout ça, ça permet derrière de structurer la notion par exemple de coût de revient ou de choses comme ça qui sont évidemment essentielles dans la gestion d'une entreprise. Et alors là, ce passage, donc, c'est le fait donc, de connecter les informations entre elles dans la poursuite d'un processus afin d'agir collectivement. C'est ce qu'on appelle créer de la connaissance. Donc la connaissance, c'est des informations qui se connectent entre elles dans un but particulier. Et cela permet de prendre à la fin des décisions en connaissance de cause, littéralement. Le but de la comptabilité, et c'est ça en fait ce que désigne la comptabilité. La comptabilité, c'est pas compter des choses. Et ça, on en reparlera. Le but de la comptabilité, c'est de poser un cadre sur le passage de la donnée à la connaissance pour pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause, accompagner des actions et piloter des actions. Donc il nous faut en fait des règles de choix et qui accompagnent cette problématique de l'agir ensemble. Donc c'est ça le rôle de la comptabilité fondamentalement. Dans ce cadre, la performance durable est ou devrait être l'analyse de la comptabilité durable. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en lien aussi avec ce qu'on avait commencé à explorer dans l'épisode 3, on se rend compte que pour pouvoir analyser une action, donc structurer la performance, il faut que l'on sache justement quelles sont les informations pertinentes qui sont connectées entre elles pour avoir une connaissance de l'action. Ce que je viens de dire, ça, c'est ce que fait la comptabilité. Donc c'est par le truchement de la comptabilité que l'on peut avoir les informations et la connaissance nécessaires pour faire une analyse de l'action, c'est-à-dire structurer la performance. Ce que je viens de dire, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau dans la performance durable. C'est le cœur de ce qu'on appelle l'analyse financière, c'est-à-dire l'analyse de la performance financière. L'analyse financière est par définition l'analyse des documents comptables financiers. Ça, c'est vraiment ce que vous trouvez comme définition. Vous prenez les documents comptables financiers, c'est en fait en faisant parler ces informations et cette connaissance de l'entreprise que vous allez comprendre les performances de l'entreprise, performances financières. Donc en cela, la comptabilité constitue vraiment le langage pour connaître l'entreprise et donc constitue des conventions, et autrement important, une sorte de modélisation des conventions, soit des conventions qui sont reconnues globalement, ça peut être même des normes, soit des conventions volontaires, donc des modalités de modélisation comptable volontaires, mais pour s'y retrouver. À partir de là, la performance devient l'analyse de ce langage qui permet de parler de l'action. Donc la performance, c'est l'analyse de l'action, la comptabilité, c'est ce qui permet de parler de l'action. Et donc grâce à ce langage, on peut, ce que je viens de dire, parler littéralement des pratiques et les analyser. Alors pour donner un exemple dans le cadre purement financier, voyons comment ça se passe finalement dans le cadre financier. On avait déjà fait quelques allers-retours entre ce qui se passait dans le cadre financier et le cadre de la durabilité pour comprendre en fait d'où viennent les choses. Mais là, on va le voir de façon totalement éclatante. Dans le cadre financier, en fait, comme je le disais, l'analyse financière, c'est l'analyse de la comptabilité financière, des documents comptables financiers. Eh bien, il se trouve que la modification du langage comptable financier induit des changements complets dans l'analyse financière. Parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, ok, c'est bien beau, la comptabilité, ça structure les données pour obtenir de la connaissance, la performance, c'est l'analyse de cette connaissance de l'action, etc., etc. Mais est-ce que ce n'est pas trop compliqué tout ça pour, au final, faire 2 ou 3 choses assez simples en disant, voilà, la pertinence de l'information, ça va s'imposer à soi et est-ce qu'on a besoin vraiment de ce passage par la comptabilité? Est-ce que la place de la comptabilité est si indéniable et importante que ça? Alors, je vais donner un exemple dans le cas, donc vraiment là, strictement financier. C'est un exemple qui a été très documenté à l'époque.
Parce que c'était une des premières illustrations totalement renseignées, ça veut pas dire qu'on ne le savait pas avant, mais là ça a été vraiment un cas d'école et un cas d'étude complètement renseigné, sur justement ce que le changement de règles comptables impliquait en termes d'analyse financière. Là, vous avez l'entreprise, en fait le groupe Daimler-Benz, donc constructeur automobile, qui est un groupe allemand, mais qui opère à l'international. Là, on est vraiment sur les activités du groupe dans son ensemble. C'est vraiment le groupe à l'international. Le graphique qui est mentionné représente alors sur les abscisses des années, on est dans les années 90, et sur l'axe des ordonnées, on a des valeurs financières, et les courbes correspondent tout simplement au profit, en fait, et au profit donc comptable, donc on peut distribuer en dividendes. Donc c'est une partie de la performance financière de l'entreprise, évidemment, selon des normes comptables différentes. Alors, ce qui est en jeu ici, ce sont les normes comptables allemandes et les normes comptables américaines. La terminologie GAAP qui est utilisée, ça veut dire Generally Accepted Accounting Principles, c'est-à-dire les principes comptables généralement acceptés, qui est le terme anglais pour désigner de façon générique les normes comptables. Donc par exemple, les normes comptables françaises s'appellent les French GAAP en anglais. Donc German GAAP, c'est les normes comptables allemandes, US GAAP, c'est les normes comptables des États-Unis. Pour comprendre un peu mieux ce graphique, pour introduire ce graphique, il faut voir que le groupe Daimler-Benz, qui est un groupe international, même si la société mère est en Allemagne, opère et opérait donc dans plein de pays, et notamment était coté en bourse en Allemagne et aux États-Unis. Et quand un groupe est coté en bourse quelque part, quel que soit le lieu, il y a une obligation légale de faire sa comptabilité selon les normes de l'État où le groupe est coté. Donc le groupe étant coté en Allemagne, il doit faire sa comptabilité selon les normes allemandes. Le groupe étant coté aux États-Unis, il doit faire sa comptabilité selon les normes des États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on a le même groupe avec les mêmes activités, mais deux jeux de normes comptables, un allemand, un aux États-Unis. Et la question, c'est est-ce que ça renvoie à la même compréhension de l'analyse financière? Est-ce que ça renvoie en fait la même analyse financière? Et en particulier, dans ce cadre-là, est-ce que ça renvoie le même profit? C'est-à-dire que là, on est vraiment sur la base de l'analyse financière. Et on se rend compte que non. Eh bien, vous voyez une divergence. Alors, les valeurs monétaires sont exprimées DM, c'est-à-dire Deutsche Mark, c'était l'unité monétaire de l'époque. Donc, vous voyez une divergence entre les deux courbes. On voit nettement qu'il y a un écart considérable dans vraiment le profit du même groupe avec les mêmes activités internationales. On n'est pas sur les activités allemandes versus les activités des États-Unis, c'est le même groupe avec les mêmes activités. La seule chose qui change, ce sont les normes comptables. C'est-à-dire, c'est le langage de l'entreprise qui montre une autre image de l'entreprise et donc qui génère une autre analyse. Alors, je ne vais pas commenter plus que ça. Vous voyez juste que l'écart est tel que, selon une vision, le même groupe peut être en bénéfice, donc avoir un profit positif, et en même temps être considéré comme ayant un profit négatif. Alors c'est pour ça que je disais, la notion de performance, elle n'est pas du tout absolue. Et là, elle dépend énormément du langage comptable. C'est le langage comptable qui conditionne ici la définition du profit. Et là, encore une fois, ce n'est pas simplement deux profits positifs différents, c'est littéralement, vous avez un profit positif et un profit négatif selon les normes considérées. Je vous renvoie aux ressources complémentaires, donc vous aurez accès au papier documentant ce cas, mais c'est juste pour montrer que oui, le langage comptable en fait a des impacts essentiels sur l'analyse des performances et notamment dans le cadre financier. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une vigilance sur la structuration de la comptabilité parce que c'est là où on va avoir le cadrage des informations pertinentes et de la connaissance de l'entreprise. Et c'est à partir de là que l'on va pouvoir avoir une analyse des pratiques. Alors si nous revenons au cadre de la durabilité, eh bien la comptabilité durable, son rôle, c'est justement de faire ça, mais dans un cadre de durabilité, littéralement.
Donc, de savoir comment on passe des données, et là, données y compris sociales et environnementales, donc toutes les données durables possibles et imaginables, à de la production de connaissances. Donc, de déterminer des conventions, des modélisations qui fassent ce passage de la donnée à la connaissance. Alors, si on revient rapidement sur le cas de la comptabilité carbone. Dans le cadre de la comptabilité carbone, dans le cadre du bilan carbone, ce qui se passe, c'est que le bilan carbone, lui, va déjà commencer cet exercice de choisir des informations, de choisir aussi des unités, l'unité, le CO2 équivalent, de choisir donc certaines informations et comment les cadrer. Le bilan carbone donne une vision en fait, des données à prendre en compte et une vision d'une certaine connaissance de ce qui se passe dans l'entreprise. Mais ce dont on se rend compte, en lien avec ce que j'expliquais en introduction, c'est qu'il manque certaines informations pertinentes. Je vous disais quel est le lien avec les accords de Paris. Quel est le lien avec la prise en compte du système climatique en tant que tel? Parce que là, avec le bilan carbone, c'est simplement donc une modélisation, une représentation des émissions des gaz à effet de serre de l'entreprise. Eh bien, ce lien, il est modélisé, représenté par ce qu'on appelle un budget carbone. Alors, le budget carbone, on va en parler en fait dans les épisodes qui vont être consacrés aux enjeux climatiques. Mais là, il nous manque donc quelque chose qui est littéralement l'information liant le bilan carbone à quelque chose relatif au système climatique en tant que tel et à l'accord de Paris, et créant donc une connaissance de là où en est l'entreprise au regard des enjeux du système climatique et de l'accord de Paris. Donc c'est cette connaissance-là qui nous manque. Donc il y a quelque chose qu'il va falloir intégrer dans la comptabilité. Et puis il nous manque aussi des informations permettant d'articuler le bilan carbone avec vraiment les pratiques de l'organisation. Comment est-ce qu'on inclut le bilan carbone dans, par exemple, le contrôle de gestion? Comment on inclut le bilan carbone dans plein d'activités de l'entreprise? Notamment, comment est-ce que ça s'articule avec des enjeux aussi financiers en interne de l'entreprise? Donc c'est là où se pose la question d'avoir une comptabilité intégrée, c'est-à-dire qui gère en même temps des conventions permettant donc de créer une connaissance avec une intégration donc des enjeux sociaux, environnementaux et financiers en même temps et pas séparés. La comptabilité intégrée, ce n'est pas créer deux jeux de connaissances séparés, une connaissance purement financière et une connaissance purement non financière, mais de créer une connaissance globale, articulée, intégrée. Alors tout ça conduit à réaliser quelque chose. La durabilité et l'orientation de la durabilité va être intégrée dans les conventions comptables. Parce que c'est la comptabilité qui vraiment accompagne en fait, et même structure le choix de ce qui est pertinent et de la connaissance produite pour comprendre une organisation. Ce qui fait que c'est la comptabilité qui va internaliser certaines représentations de la durabilité pour véhiculer une certaine connaissance des choses. Et ça, ce n'est pas uniquement dans le cadre de la durabilité, c'est historiquement, c'est le rôle de la comptabilité, d'avoir un cadre, une modélisation qui internalise certains types de connaissances essentielles de l'entreprise. Si on prend un exemple très actuel, l'exemple des ESRS, l'European Sustainability Reporting Standards. Il s'agit des normes comptables de durabilité de l'Union européenne qui sont contenues dans une directive qui s'appelle CSRD, dont nous reparlerons aussi, Corporate Sustainability Reporting Directive. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que dans les ESRS, il y a littéralement la définition des principes de durabilité d'une entreprise. En fait, c'est la première fois qu'a été posée, alors là, ce sont des conventions réglementaires, puisqu'on est dans le cadre d'une directive. C'est dans le cadre de ces normes comptables de durabilité que l'on va avoir les principes de durabilité d'une entreprise qui ont été posés. Et ça, on va le voir ensemble. On va le voir progressivement à travers les différents épisodes. Mais c'est juste donc pour mentionner qu'aujourd'hui, la durabilité, les principes de durabilité de l'entreprise, d'un point de vue réglementaire, sont fixés. Et sont fixés où? Eh bien, dans les normes comptables de durabilité. Donc, et ce n'est pas un hasard, c'est le rôle de la comptabilité historiquement de faire ça. Alors pour comprendre justement tout ce mécanisme et comment fonctionne la comptabilité et comment après on va connecter avec les enjeux de durabilité et l'analyse de performance, si on reprend donc cette idée que la comptabilité, ça permet de passer des données à la connaissance.
Premièrement, on va avoir une première problématique, c'est finalement qu'est-ce qu'on prend en compte, littéralement. C'est la fonction fondamentale et principale de la comptabilité bien avant le fait de mesurer ou compter. Pour pouvoir mesurer ou compter, d'ailleurs, il faut savoir en fait ce qu'on représente et ce qu'on prend en compte. Par exemple, des enjeux de durabilité. Donc ces enjeux de durabilité vont conditionner ce qui est important à prendre en compte, ce qui est pertinent à prendre en compte, l'orientation de ce qui est à prendre en compte. On va avoir aussi à embarquer dans la comptabilité ce qu'on appelle une théorie de l'entreprise, c'est-à-dire une vision de l'entreprise. Par exemple, est-ce qu'on structure de l'information pour l'actionnaire uniquement? Ça, c'est une théorie de l'entreprise qui est fondée sur l'actionnaire et l'acteur principal de l'entreprise. Ou est-ce qu'on fonde en fait une théorie de l'entreprise sur d'autres parties prenantes? Et dans ce cas-là, il va falloir qu'on représente de l'information, qu'on prenne en compte de l'information pour ces autres parties prenantes. Donc, il y a un enjeu d'orientation de l'information. Où est-ce qu'on oriente l'information? Ça, c'est la question principale, la première question pour structurer un modèle comptable. Et évidemment, c'est déterminant dans la compréhension de la durabilité. Par exemple, est-ce qu'on base la durabilité sur la création de valeur financière? Dans ce cas-là, ça conduit à une représentation particulière en comptabilité. Ou est-ce qu'on structure la durabilité sur la prise en compte de la matérialité, de la concrétude du monde? Ça conduit à d'autres représentations. Alors, à partir de là, il va falloir maintenant intégrer ces représentations, ces données, dans les processus organisationnels. Comment on crée une connaissance pour accompagner ces processus? Donc, comment on traite l'information dans l'organisation pour créer de la connaissance? Donc ça, c'est le passage de l'information à la connaissance. C'est là où on a besoin en fait de méthodologie comptable. Le 1, c'est vraiment le cadrage conceptuel comptable, ce qu'on appelle le cadre conceptuel d'ailleurs souvent. Le point 2, c'est la méthodologie comptable, qui est aussi de la comptabilité interne de l'entreprise potentiellement, qu'on appelle la comptabilité de gestion. C'est comment toute cette information est traitée pour produire de la connaissance, pour déclencher des actions et des décisions. Donc là, on est sur le traitement de l'information. C'est par exemple comment le bilan carbone va s'insérer dans l'organisation avec d'autres informations, ce qui est aujourd'hui pas véritablement fait dans la plupart des entreprises. À partir de là, cette connaissance va permettre à certains acteurs qu'on va considérer comme étant celles et ceux qui sont en position de prendre des décisions, par exemple des actionnaires, des gestionnaires, des parties prenantes diverses et variées, et nous reviendrons sur cette question de qui en fait est considéré comme ayant la possibilité de prendre une décision. Donc on crée de la connaissance pour que ces acteurs puissent justement déclencher des actions. À partir de cette connaissance, il faut analyser les pratiques pour savoir ce qui a été fait, savoir ce qu'il faut faire et donc prendre les décisions en connaissance de cause. C'est là où arrive l'analyse de la comptabilité et en fait l'analyse des pratiques via la connaissance produite par la comptabilité. Donc ça, c'est faire parler la comptabilité, c'est là où arrive la performance et notamment la performance durable. Et puis, tout cela, il faut que ce soit basé sur des données. Elles viennent d'où ces données? On ne les trouve pas comme ça par hasard. Ça vient de plein d'endroits. Ça vient évidemment de données qui sont produites par l'organisation elle-même, c'est-à-dire que la façon d'utiliser une machine, l'entreprise peut savoir comment une machine est utilisée. Mais c'est des données qui viennent aussi, entre guillemets, du monde, et notamment dans le cadre de la durabilité. Quand on est sur le bilan carbone, alors le bilan carbone se fait simplement avec certaines données d'entreprise et après on construit le bilan carbone sur cette base-là. Mais quand on veut faire le lien avec l'accord de Paris via ce que j'ai commencé à introduire, le budget carbone sur lequel je vais revenir. Le budget carbone, ce n'est pas l'entreprise qui le produit. Il va falloir en fait de l'expertise externe qui soit en mesure d'alimenter ces données. Ce qui permet aussi d'attirer l'attention sur un point, c'est que dans l'ensemble de toutes ces données existantes, ça ne veut pas dire que donc, toutes les données sont pertinentes, loin de là, et ce n'est pas les données les plus disponibles qui sont d'ailleurs pertinentes, mais en fait on se rend compte qu'en construisant un modèle comptable pour produire un certain type de connaissances, donc de connaissances durables, on va se rendre compte qu'il manque certaines données, c'est-à-dire que malgré tout le lot de données actuelles, il manque potentiellement des données qui seraient en fait les plus pertinentes, et ça va être le cas dans le cadre du budget carbone sur lequel nous allons revenir. Donc il va falloir qu'on regarde où aller chercher la donnée, comment on alimente en fait la comptabilité pour produire de la connaissance derrière. Donc là, on est sur la question de la production de la donnée et de l'information. Et évidemment, en fait, c'est une boucle, c'est-à-dire que à partir du moment où on prend des décisions et qu'on a des actions qui sont menées par une entreprise,
forcément, ça a des répercussions sur l'organisation elle-même et ça a des répercussions sur le monde. En connaissance de cause, on prend des décisions. Ces décisions vont avoir des impacts sur les écosystèmes, sur les êtres humains, vont avoir des impacts sur l'organisation, ce qui va conditionner le fait que, après, on va avoir potentiellement à devoir faire évoluer ces représentations. On va devoir aussi aller chercher d'autres informations par rapport à ce qui a été fait. Donc, il y a vraiment une boucle de rétroaction à avoir en tête. Alors, sur cette base, justement, sur les orientations de la comptabilité, eh bien, ça oblige à se poser plein de problématiques sur la façon de traiter la durabilité. On a déjà vu, en fait, des positionnements différents sur la durabilité. Dans le cadre de l'orientation de l'information en comptabilité durable, et nous aurons l'occasion de revenir dessus plus activement dans les autres épisodes, on va avoir le débat matérialité financière versus double latéralité, nous y reviendrons. La question flux versus stock, c'est-à-dire est-ce qu'on traite les questions de durabilité et donc l'information comptable doit être une information de flux, par exemple intégrer des flux de polluants comme les gaz à effet de serre, ou est-ce qu'on intègre en fait des stocks, c'est-à-dire prendre en compte par exemple un écosystème en tant qu'un état à part entière. Comment est-ce qu'on représente l'information? Est-ce que c'est des indicateurs des grandeurs quantitatives? Est-ce qu'on peut quantifier d'ailleurs toutes les informations de durabilité ou est-ce qu'il faut d'autres choses? Quelles sont les connexions avec le financier? En fait, on a des approches dites par la valeur ou par le coût. Et puis, en lien avec cette question qui est essentielle derrière la performance, eh bien, qu'est-ce qu'on voit comme un moyen résultat? C'est vraiment le langage comptable qui va dire ceci est un moyen, ceci est un résultat, c'est-à-dire un output. Est-ce que la nature et les êtres humains, dans le cadre de la durabilité, doivent être traités comme des moyens ou comme des résultats? Ça, ce sont donc des questions essentielles qui sont littéralement au cœur de la comptabilité durable et c'est là-dessus que l'on va pouvoir ensuite construire la notion ou les notions de performance durable. Donc tous ces choix, en fait, répondre à ces interrogations conditionnent en retour l'évaluation des performances. Et on verra un premier exemple très concret avec le cas du climat, donc on abordera dans l'épisode juste suivant. Donc si on résume à ce stade-là, la comptabilité, elle oriente le choix des données à prendre en compte et elle détermine comment traiter tout ça pour créer de la connaissance. Donc il y a une question d'orienter et de traiter l'information en vue d'une analyse. Je rappelle, et je le redis, et c'est un point important, la comptabilité par contre ne produit pas l'information. Donc il va falloir savoir à qui s'adresser pour produire l'information. Où est-ce qu'on trouve l'information? Compte tenu des choix d'orientation de la comptabilité. Donc la comptabilité va dire, eh bien, il me faudrait cette information parce qu'elle est pertinente. Maintenant, il va falloir savoir où aller la chercher. Donc cette distinction entre des niveaux, parfois, elle n'est pas très claire et elle est même parfois pas très pensée. C'est-à-dire que on a l'impression que tout doit être, entre guillemets, self-contained. La question de l'orientation de l'information et de la production de l'information doivent être deux éléments, deux enjeux différenciés. Et ça, on va revenir activement sur cette question. Alors, dans la suite des épisodes, on va voir en particulier, justement, les débats autour de l'orientation de la durabilité, donc de l'orientation de l'information à prendre en compte, par exemple. On va évidemment continuer sur la façon d'avancer sur comment on produit cette donnée, justement. Donc, quelle donnée est pertinente, donc comment on l'oriente et donc à partir de là, comment on la produit et où est-ce qu'il faut aller chercher de l'expertise pour la produire. On va continuer aussi sur les éléments d'analyse de la connaissance forgée par ces informations. Et puis, on va aussi aborder la façon dont tout ça est traité au niveau de l'organisation. Donc, en fait, on va aborder les 4 points progressivement, les 4 éléments structurels du lien entre les données, la comptabilité, la performance et les actions. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Premièrement, la comptabilité est structurée par la comptabilité, parce que la comptabilité, c'est le langage essentiel de l'organisation, et que la performance, c'est l'analyse des pratiques, l'analyse des actions, et les actions, pour pouvoir produire une connaissance, il faut qu'on ait un langage pour en parler. La comptabilité et son analyse modifient en regard les décisions, puisque grâce à ça, on produit différents types de connaissances. Il est donc nécessaire de pouvoir correctement structurer la comptabilité durable, la comptabilité qui intègre la durabilité, pour intégrer une certaine vision de l'orientation de l'information, et notamment en lien avec tout ce qu'on a discuté,
cette idée de concrétude du monde, donc il va falloir injecter dans la comptabilité pour produire un certain type de connaissances, une certaine analyse en conséquence et donc une certaine vision de la performance durable. Et dernier point qui va aussi être important par la suite, bien insister sur le fait que la comptabilité oriente et traite l'information, mais ne la produit pas, et donc il va falloir identifier où aller chercher l'information, et ça on va le voir cas par cas. Alors, pour vous, justement, vous aviez quelle image de la comptabilité? La comptabilité, c'est quoi? Et est-ce que vous aviez cette image du lien avec la durabilité? Est-ce que c'était central d'ailleurs pour vous dans les enjeux de durabilité ou pas? Et donc pour poursuivre, nous allons continuer dans le prochain épisode avec le cas du climat où nous allons nous saisir de cette question pour revenir justement sur ces liens entre information, comptabilité, performance, action et aller voir plus en profondeur la concrétude du système climatique et son intégration dans la comptabilité et la performance durable.